Salut tout le monde et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui en cette fin de mois de janvier. Déjà, je sais pas pour vous, mais moi j'ai absolument pas vu le temps passer. Là, cette année est passée tellement vite. Et puis pourtant, l'hiver au Canada, Dieu sait que je déteste ça et que j'ai toujours l'impression que ça dure une éternité. Mais cette année, c'est peut-être le fait aussi qu'il fait pas si froid que ça. Ouais, il fait quand même moins 21 degrés. Et j'ai pas vu le temps passer du tout cette année. C'est incroyable de me dire que l'hiver est déjà bientôt terminé, puis que peut-être qu'on va encore avoir un été comme l'été passé, enfermé chez nous à ne rien faire. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler ni du temps ni du Covid, on a d'autres sujets à aborder vous et moi. Donc aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo bien gore. Yay! Honnêtement, l'histoire que j'ai choisie pour aujourd'hui, ça fait un petit moment déjà que je la connais, puis elle avait fait une énorme polémique ici au Canada à l'époque. Je suis pas mal sûre que certains d'entre vous, si vous me suivez depuis le Canada, vous avez entendu parler de ça. Peut-être pour les Européens un petit peu moins, j'espère en tout cas, car ça me permettra de vous faire découvrir ce fait divers. Mais je ne vais pas vous en dire trop pour le moment. Sachez juste que l'histoire est quand même assez intense. Comme je dis un petit peu toujours dans mes vidéos, je fais toujours des petits warnings pour prévenir. Mais là honnêtement, ça va être un cas très spécial. On croirait une histoire sortie tout droit de l'imaginaire complètement torturé de Stephen King. Mais malgré le fait que ce soit dur de s'imaginer que cette histoire soit réelle, elle l'est. Donc voilà, à nouveau aujourd'hui je voudrais faire un petit message pour prévenir les personnes qui peuvent être un petit peu plus sensibles. Honnêtement, l'histoire d'aujourd'hui m'a beaucoup perturbée moi-même et il en faut beaucoup pour me perturber. Donc ouais, aujourd'hui il y a vraiment des détails très graphiques dans cette histoire, vraiment graphiques. Ça va inclure vraiment un meurtre très sanglant, si je puis dire, puis du cannibalisme. Donc si c'est des choses qui vous perturbent, bye! Mais à nouveau, si vous avez le cœur bien accroché, que vous êtes prêt à entrer dans l'histoire plus en détail, installez-vous confortablement car on va commencer. Donc l'histoire du jour commence le 3 octobre 1985 lorsque Tim McLean voit le jour dans la ville de Victoria en Colombie-Britannique. Il grandira dans la petite ville de Ely, Manitoba, et ses proches le décrivent comme un enfant extrêmement vif et plein d'énergie. Ayant grandi dans une petite ville et n'ayant pas voyagé beaucoup, vers l'adolescence, il se découvrira vraiment une passion pour les voyages et pour l'envie de découvrir de nouveaux endroits. En 2008, il avait 22 ans et il avait une petite amie nommée Colleen. Colleen était tombée enceinte de Tim, donc ils étaient sur le point de devenir parents pour la première fois d'un petit garçon. L'été de la même année, Tim n'avait pas d'emploi et passait ses journées à traîner un petit peu chez lui et se tourner les pouces. C'est à ce moment-là qu'il reçut un appel de la part de ses amis, lui demandant de les rejoindre dans la ville de Edmonton, où ils avaient un job à lui proposer. Donc c'était un emploi au sein d'une fête foraine en fait qui se déplaçait de ville en ville. Donc il aurait eu pour emploi de tenir un stand sur cette fête foraine durant juste le temps de l'été pour se faire un petit peu d'argent. Ça lui aurait permis de voyager un petit peu au travers du Canada car le carnaval allait donc de ville en ville. Donc c'était vraiment le job parfait pour Tim. C'est pour ça que ses amis ont immédiatement pensé à lui. Puis ils ont un petit peu insisté sur le fait que Tim devait les rejoindre puis que ça serait fun là de rejoindre ses amis et de faire ça pour l'été. Tim fut immédiatement emballé par cette idée. Il prépara immédiatement un sac avec ses affaires et booka un billet de bus pour rejoindre donc ses amis dans la ville de Edmonton au Canada. Tim les rejoindra donc dans la ville d'Edmonton. Il travaillera avec eux quelques semaines avant que la fête foraine ne soit déplacée dans la ville de Regina, toujours au Canada. C'est à ce moment-là que Tim décida de ne pas faire le trajet immédiat vers la ville de Regina, mais prit un ticket de bus en direction de la Colombie-Britannique, où il avait en fait pour projet d'y emménager et avait des papiers à signer sur place. Donc sachez que ce petit détour lui coûtait quand même 24 heures. C'était un trajet de 24 heures pour se rendre jusque là-bas, puis pour se rendre jusqu'à Regina. Donc c'était quand même un très long voyage. Ses amis ont proposé de lui offrir le billet d'avion pour que ça aille beaucoup plus vite pour lui et qu'il ne perde pas autant de temps, mais Tim refusa et préféra prendre le bus. Et c'est donc le 30 juillet qu'il embarqua à bord du bus Greyhound numéro 1170 en direction de la Colombie-Britannique. Je vais maintenant vous introduire un nouveau personnage qui va être très important dans cette histoire, qui est le personnage de Vince Lee. Vince Lee, né sous le nom de Vincent Weiguang Vince Lee, voit le jour à Dandong en Chine en avril 1968. Il obtiendra un diplôme de professionnel de technologie d'ordinateur en 1992 et il travaillera suite à cela pendant 4 ans en tant qu'ingénieur de logiciels informatiques dans la ville de Beijing en Chine avant d'immigrer au Canada en 2001 alors qu'il est âgé de 33 ans. Il vivra dans la ville de Winnipeg dans l'Est canadien où il obtiendra son statut de citoyen permanent en 2006. Il était à l'époque marié à une femme portant le nom de Anna. Donc Anna et Vince déménagèrent tous les deux à Edmonton en 2006
où il eut beaucoup de mal à trouver un job dû à sa communication en anglais qui était très mauvaise. Il n'avait pas du tout un bon anglais, il était incapable de formuler une phrase correcte, donc il avait vraiment du mal à trouver un job décent et un job qu'il pourrait garder. Puis soyons honnêtes, apprendre une nouvelle langue passé 30 ans, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Il était néanmoins décrit comme quelqu'un d'extrêmement dévoué et motivé. Il mettait vraiment tous les efforts de son côté pour se faire comprendre au mieux, ce qui lui ouvrira quand même la porte à de nombreux petits emplois. Il travaillera notamment chez McDonald's comme livreur de journaux et comme employé chez Walmart. Son patron de chez Walmart le décrira d'ailleurs comme quelqu'un de vraiment dévoué, avec qui il a pris plaisir à travailler, qui vraiment cherchait toujours la communication avec les autres, puis qui était un très bon employé malgré le fait qu'il ne parlait pas très bien anglais. Lee se fera malgré tout renvoyer de son emploi chez Walmart suite à un désagrément qu'il aurait eu avec l'un de ses collègues. Suite à ça, Lee rentra chez lui où il laissa une note pour sa femme disant, et je cite, « Je m'en vais, ne me cherche pas ». Anna, ayant pris ça pour une rupture, s'est contentée de jeter la note et de poursuivre sa vie tout à fait normalement. Ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça qu'elle n'ait pas cherché à comprendre un petit peu plus la raison de son départ, mais quand on regarde un petit peu plus dans leur histoire, ils avaient de très gros problèmes au niveau de leur mariage, des problèmes d'argent aussi. Donc elle aurait vraiment pris ça comme une rupture et n'aurait pas cherché à comprendre le pourquoi du comment. Il prit suite à cela une semaine de congé dans son deuxième emploi en tant que livreur de journaux qu'il exerçait en même temps que son emploi chez Walmart, sous prétexte d'avoir un entretien d'embauche à Winnipeg. Le lendemain matin, il prit donc le bus en direction de Winnipeg. Le bus fit plusieurs arrêts durant son trajet, dont un dans la ville de Erickson, Manitoba, sous les coups de 18 h à peu près, puis c'est à ce moment-là que Lee décide de quitter le bus. Il quitta donc le bus, emmenant avec lui les 3 valises qu'il avait préparées pour son voyage. Il sortit du véhicule, puis s'assit tout simplement sur un banc se trouvant en face de l'arrêt de bus. C'était vraiment un coin un petit peu isolé, il n'y avait pas grand chose autour de l'arrêt de bus, il y avait juste une petite station-service, puis en plus de ça c'était le soir, ce qui fait qu'il n'y avait pas énormément de passages. Malgré ça, certaines personnes témoignent l'avoir vu aux alentours de 3 h du matin, il était tout simplement assis sur le banc, n'avait pas bougé d'un poil et avait les yeux grands écarquillés et fixés dans le vide. Ce qu'ils avaient trouvé vraiment bizarre, durant leur témoignage, ils diront même que l'homme était très inquiétant. Le lendemain matin, un adolescent passa proche du banc où se trouvait Vince Lee. Vince lui revendit son laptop pour la somme de 60 $. Il essaya aussi de revendre ses valises à d'autres passants. Il essayait vraiment de vendre ses objets personnels pour se faire un petit peu d'argent. En dehors de ça, il n'a jamais pris aucun contact avec personne. Il est vraiment resté tout simplement assis sur ce banc sans bouger, attendant le prochain bus à passer. Puis il faut savoir que l'endroit où il se trouvait était un endroit quand même assez désert. C'est une petite ville du Canada, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de passages. Il y avait un bus seulement par jour qui passait et le prochain bus passait seulement en fin de journée. Donc il resta la journée entière sur ce banc à attendre le bus. À 18 h, le bus Greyhound numéro 1170 finira par passer et Lee montera à bord du véhicule. Donc là, c'est le moment où vous faites la connexion, le bus 1170 et celui où se trouve Tim. J'espère que vous n'avez pas oublié Tim, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Donc Tim est dans le bus Greyhound 1170, celui dans lequel Vince vient de monter à bord. C'est à ce moment-là que l'histoire commence et que ça dégénère. Donc le 30 juillet 2008, notre petit bus reprend sa route en direction de Winnipeg au Canada. Vince Lee prit donc place à bord du bus. Lorsqu'il entra dans le véhicule, personne ne le remarqua particulièrement, il était vraiment décrit comme quelqu'un de très normal. Il ressemblait à tous les autres passagers, il était extrêmement calme. Il était quand même décrit comme quelqu'un de très grand, avec le crâne rasé et il portait des lunettes de soleil. Il s'assit tout d'abord à l'avant du bus où il restera pour une grosse partie du trajet. Donc le bus continue son voyage et fait plusieurs arrêts dont une pause au niveau d'une station-service pour que les voyageurs puissent se détendre un petit peu les jambes, aller aux toilettes ou fumer une cigarette. C'est à ce moment-là que Tim, qui était assis dans le fond du bus, sortit du véhicule pour pouvoir fumer une cigarette. Il remonta ensuite et s'assit à la place où il se trouvait précédemment. C'est à ce moment-là que Vince se leva et alla s'asseoir à côté de Tim dans le fond du bus. Juste pour situer un petit peu plus, Tim était assis dans le fond du bus, ce qui fait qu'il y avait des personnes devant et derrière lui, et il était côté fenêtre. Il était adossé contre la fenêtre à ce moment-là. Vince s'assit donc côté passager, ce qui fait qu'il était un petit peu coincé dans son coin. Je sais pas si vous arrivez à visualiser, mais dans le fond, quand vous êtes côté passager, là, vous avez vraiment la personne juste là à côté de vous. Vous avez la vitre de ce côté, des personnes devant, des personnes derrière. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Donc, c'était un petit peu ça le schéma du bus à ce moment-là. Donc lorsque Vince alla s'asseoir à côté de Tim, Tim à ce moment-là avait des écouteurs, il était adossé contre la vitre du bus et il était à moitié endormi. Donc il se contenta d'ouvrir les yeux, de sourire rapidement à la personne qui venait de s'asseoir à côté de lui et se rendormit aussi vite.
Donc le bus continue tranquillement sa route vers Winnipeg. À ce moment-là, il est à peu près 20 h au soir. La moitié des passagers du bus sont soit endormis, soit en train de lire un livre ou d'écouter de la musique. En tout cas, l'ambiance dans le bus est vraiment très calme, il n'y a absolument pas un bruit. Et c'est vers 20 h 30 que tous les passagers furent réveillés en sursaut par un cri venant du fond du bus. Ils se tournèrent alors vers le fond du bus, là où se trouvaient Tim et Vince, et ils virent que Vince avait sorti de son sac à dos un couteau et qu'il venait de poignarder Tim au niveau du cou alors qu'il était en train de dormir. Les passagers pris alors de panique se mettent à hurler au chauffeur de bus de s'arrêter tout de suite, tandis que pendant ce temps-là, Vince continue de poignarder à répétition sa victime au niveau du cou et de la poitrine. Tim essayait tant bien que mal de se défendre et de repousser son agresseur. Mais comme je vous ai dit précédemment, la configuration du bus fait que malheureusement il n'y a pas grand chose qu'il pouvait faire. Suite au cri des passagers, le chauffeur finit par arrêter le bus sur le côté de la route et tout le monde en descendit à l'exception de Vince qui continuait de s'acharner sur sa victime. Donc à ce moment-là, tous les passagers du bus étaient déjà sortis. Il ne restait seulement que Vince et Tim à l'arrière du bus et le chauffeur se trouvant à l'avant. Il essayait désespérément de raisonner Vince et de le supplier d'arrêter. Le chauffeur continuait d'implorer Lee d'arrêter, mais Vince ne payait aucune attention à lui. Il déplaça à ce moment-là le corps de Tim dans l'allée du bus où il continua de s'acharner dessus. Jusqu'à ce qu'il commence à s'agacer et à courir avec son couteau en avant du bus en direction du chauffeur qui eut juste le temps de sortir du véhicule et de fermer la porte. Il contacta immédiatement les autorités et attendit à l'extérieur du bus avec le reste des passagers que la police arrive en priant pour que Vince ne trouve pas le moyen de s'échapper avant cela. Donc à ce moment-là, tous les voyageurs étaient déjà extrêmement traumatisés par la scène à laquelle ils venaient d'assister, bien évidemment. Il faut savoir aussi que les passagers du bus comprenaient aussi bien des adultes que des adolescents et des enfants. Les enfants étaient décrits tous comme absolument terrifiés, ils étaient tous en pleurs à ce moment-là. Personne ne savait vraiment trop quoi faire. Beaucoup d'entre eux se demandaient si Tim à l'intérieur du bus était toujours en vie et si peut-être l'un d'entre eux devait essayer quand même de rentrer à l'intérieur et de raisonner Lee pour essayer de sauver Tim. Mais bien sûr, cela semblait quand même très risqué, ce qui fait que personne n'a osé ouvrir la porte du bus. C'est alors qu'un autre bus passant par le même chemin aperçut le petit groupe de personnes à l'extérieur et s'arrêta pour vérifier si tout était correct pour eux. Lorsqu'il apprit ce qu'il venait juste de se passer, il leur vint immédiatement en aide. Il s'assura que toutes les portes étaient correctement bloquées pour que Vince ne puisse pas sortir du véhicule et il donna à son collègue chauffeur de bus un pied de biche ainsi qu'un marteau au cas où il arrivait à sortir pour qu'il puisse se défendre. Le chauffeur reprit sa route, laissant donc les voyageurs à l'extérieur, toujours complètement terrifiés, ne sachant pas quoi faire. Il faut savoir que durant tout ce temps-là, il voyait tout ce qui se passait à l'intérieur du bus au travers des fenêtres. Donc il voyait effectivement Vince s'acharner sur le corps de Tim et découper son corps en morceaux. Quelques minutes plus tard, un autre bus qui passait par là s'arrêta pour venir en aide aux voyageurs effrayés. Le chauffeur prit cette fois-ci son courage à deux mains et entra à l'intérieur du bus pour tenter de raisonner Lee. Il se retrouva donc en face de Vince qu'il tenta de dissuader de continuer ses actes absolument horribles et de se rendre. Vince se contentait de le fixer avec un regard complètement vide. Apparemment, il n'avait aucune réaction, il avait l'air complètement absent. C'est ce que le chauffeur a décrit en tout cas un peu plus tard. Le chauffeur qui s'était immédiatement rendu compte que le bus était rempli de sang essayait de ne faire aucun contact visuel avec le corps de Tim pour ne pas être déstabilisé et partir en panique. Donc il regardait vraiment Vince les yeux dans les yeux jusqu'à un certain moment où Vince entreprit de couper à nouveau une partie du corps de sa victime et où le chauffeur dévia son regard sur Tim et se rendit compte qu'effectivement il n'y avait absolument plus rien à faire pour lui, qu'il était complètement mort et que Vince était bien plus torturé qu'il ne le croyait. Il quitta donc le bus à ce moment-là, s'assurant avant cela de couper la batterie pour être certain que Vince ne tenterait pas de démarrer le bus et de s'enfuir avec. Et il vérifia à nouveau que toutes les portes et issues de secours étaient correctement bloquées et impossibles à ouvrir de l'intérieur. À ce moment-là, il se rendit compte qu'il ne pouvait rien faire de plus, donc il reprit sa route. Je souhaite tout de même à saluer le courage du chauffeur de bus qui est entré et a fait face à Vince. Il a mis sa vie en danger pour essayer de sauver la vie de quelqu'un d'autre, donc franchement, bravo à lui. Il continua de découper le corps de Tim et procéda à sa décapitation. Il souleva ensuite la tête de sa victime, le tenant par les cheveux, qu'il plaça contre la vitre du bus, s'assurant que toutes les personnes à l'extérieur avaient bien vu ce qu'il venait de faire. Il avait à ce moment-là apparemment un immense sourire de satisfaction et certains des témoins sont encore à ce jour traumatisés par l'expression sur son visage. Vince avait l'air d'avoir complètement perdu la tête, il se contentait de faire des allers-retours en allant du fond à l'avant du bus. C'est aux alentours de 21 h que la police arriva enfin sur place. Ils tentèrent de négocier avec Lee pour qu'il se rende, en vain.
Lee à ce moment-là était extrêmement agité, il ne cessait de crier des mots qui n'avaient aucun sens et tentait désespérément d'ouvrir les portes du bus pour s'enfuir. Il reprit ses activités sur ce qu'il restait du corps de Tim, il procéda à l'extraction de l'un de ses organes qu'il prit dans ses mains et sentit avant de le mettre dans sa bouche et de le manger. Il continuait de marcher dans le bus sans arrêt, allant de l'avant à l'arrière tout en mâchant l'organe de Tim. Il ne cessait de présenter à toutes les personnes se trouvant à l'extérieur les organes qu'il avait découpés de sa victime, les plaçant contre la vitre. Suite à cela, les passagers furent immédiatement transportés au bureau de police le plus proche, où ils furent interrogés sur ce qu'il venait de se passer. Sur les coups de 21h30, Vince, qui continuait d'essayer de s'échapper, finit par réussir à briser l'une des fenêtres du bus. Il sauta donc par cette fenêtre et tenta de s'échapper, mais la police utilisa de ses tasers sur lui et réussit à l'intercepter. La police, suite à cela, entra dans le bus pour y découvrir une scène absolument horrifique. Les organes de Tim avaient été éparpillés un petit peu partout dans le bus était rempli de sang et certains de ses membres avaient été découpés et placés dans des sacs poubelles. Certains des organes de Tim n'ont jamais été retrouvés. Ils en déduirent donc que Vince avait dû les manger. La tête de la victime fut elle aussi retrouvée à l'intérieur d'un sac poubelle, mais sa langue, son nez et ses oreilles étaient manquants. Un peu plus tard, la police fouilla Vince et les retrouva à l'intérieur de ses poches. Oui, Vince se promenait tranquillement avec une langue, un nez et 2 oreilles à l'intérieur de ses poches. Suite aux interrogations des passagers, la plupart d'entre eux attestèrent qu'ils n'avaient absolument rien vu venir. Vince était extrêmement calme et extrêmement tranquille, rien ne présageait du tout qu'il aurait pu agir de la façon dont il a agi. Et même lors de l'agression, il a été décrit comme n'ayant aucune expression sur le visage, il avait l'air d'agir très mécaniquement, presque comme un robot. Vince fut jugé le 3 mars 2009 où il plaida non coupable aux charges lui étant inculpées pour cause de troubles mentaux. Suite à cela, la commission d'examen du code criminel du Manitoba accepta la demande d'absolution inconditionnelle déposée par l'avocat de Vince Lee. Et il sera jugé comme non criminellement responsable pour la décapitation et le meurtre de Tim McLean. Il se défendra en attestant qu'il était conscient de tout ce qui s'était passé, mais qu'il n'était à ce moment-là pas mentalement présent. Il dit avoir entendu la voix de Dieu qui lui aurait demandé le jour précédent de descendre du bus, puis de monter dans le bus où Tim se trouvait, d'aller s'asseoir à côté de lui et de le tuer. Des examens furent effectués sur Vince qui se révélèrent être positifs. Il était effectivement atteint d'une schizophrénie extrêmement avancée. N'étant donc pas reconnu comme criminellement responsable de ses actes, il fut placé dans un institut de santé mentale où il passa 8 ans avant de se faire donner une nouvelle identité et relâché en 2017. Il vit donc aujourd'hui librement, Dieu seul sait où, sous le nom de Will Baker. La famille de Tim n'a jamais accepté cette nouvelle, ce que je trouve absolument normal, je serais totalement révoltée à leur place de cette décision. Sa mère, Carol de Delay, déclara que Vince aurait dû rester enfermé à perpétuité, et elle déclara aussi, je cite, « Je pense que dans le cas de Vince, il aurait dû rester dans une institution qui gère ce genre de troubles, et peu importe que vous ayez des problèmes mentaux ou non, à partir du moment où vous enlevez la vie de quelqu'un, vous devriez être privé de votre liberté à vie. » Amen Carol, j'aurais pas mieux dit. Cette histoire fut une immense polémique et une très grande partie de la communauté eut énormément de mal à accepter le fait que Vince soit remis en liberté. Et je partage à 100% cette opinion. Je trouve ça extrêmement bien par contre qu'au moment de son jugement, il l'a envoyé dans un centre spécialisé pour la santé mentale pour soigner sa schizophrénie au lieu de tout simplement l'envoyer en prison, ce qui pour moi n'aurait rien changé car il n'était effectivement pas conscient de ses actes au moment où il a tué Tim. Mais en même temps, les crimes qu'il a commis étaient absolument atroces. Il n'y a aucun mot pour décrire ce qu'il a fait. Donc je comprends qu'il n'était pas mentalement présent, mais ça reste qu'il a tué un homme et qu'il n'aurait pas dû être remis en liberté, d'après moi. Comme l'a dit la mère de Tim, il aurait dû passer le restant de sa vie enfermé dans un institut pour soigner ses troubles mentaux. Mais je trouve ça un petit peu trop facile qu'il ait été remis en liberté, puis en plus donner une nouvelle identité pour lui faciliter la vie. Mais ça, bien sûr, ce n'est que mon avis. Peut-être que d'autres personnes ne le partagent pas. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais au début de l'histoire, je vous disais que Tim et sa petite amie de l'époque allaient devenir parents. Alors sachez qu'ils ont eu un petit garçon qui est né 4 mois seulement après la mort de Tim. La mère de Tim s'occupe de son petit-fils qui a aujourd'hui 9 ans et déclare qu'il ressemble énormément à son père, qu'ils ont les mêmes yeux et les mêmes expressions et qu'elle retrouve vraiment une partie de son fils dans son petit-fils. Sachez qu'énormément des passagers qui étaient présents lors de ce voyage en bus sont toujours aujourd'hui extrêmement marqués. Beaucoup d'entre eux ont dû suivre des soins psychologiques. L'une des femmes ayant été présente lors de l'attaque tomba enceinte quelques années plus tard et étant dans l'incapacité de s'occuper de sa fille, a dû la placer dans une maison d'accueil. Elle dit aujourd'hui être incapable de vivre une vie normale et continue de faire des cauchemars atroces chaque nuit suite à cet événement.
Je vais être honnête avec vous, de toutes les histoires criminelles que je connais, et Dieu sait que j'en connais, celle-ci est celle qui m'a le plus retourné l'estomac. Faut savoir que j'ai une peur personnelle de tout ce qui touche au cannibalisme, c'est vraiment quelque chose qui me traumatise, ça me hérisse les poils. Je mange déjà pas d'animaux, alors m'imaginer manger un être humain, c'est... Mais c'est surtout par le résultat du jugement qui m'a complètement choquée. Puis dans ce genre de crime, je peux pas m'empêcher de penser que tout est une question d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Que se serait-il passé si Vince n'était jamais descendu de son premier bus? S'il n'était jamais allé s'asseoir à côté de Tim? Est-ce que à ce moment-là, il aurait tué une personne dans le premier bus? Est-ce qu'il aurait tué un des autres passagers? C'est ce genre de choses auxquelles je peux pas m'empêcher de penser tout le temps. En tout cas, je suis extrêmement triste pour la famille de Tim qui n'a jamais vraiment pu lui dire adieu, car son corps avait été tellement abîmé qu'il était impossible de le présenter lors des funérailles. Donc voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Je vous avais prévenu que celle-ci était quand même un petit peu intense, donc je m'excuse si j'ai choqué certaines personnes, c'était pas mon intention. Donc maintenant, c'est votre avis que je vais avoir dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire et trouvez-vous ça normal que Vince ait été remis en liberté. Et si votre voisin s'appelle Will Baker, je vous conseille de déménager. Sur ce, je vous remercie d'avoir été encore là cette semaine. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je prends un immense plaisir à faire ces vidéos et je suis vraiment heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui me donnent leurs impressions dessus et qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous mens pas, au début je pensais qu'il y aurait que mes 2-3 amis proches et ma mère qui regarderaient mes vidéos. Donc merci à vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos toutes plus glauques les unes que les autres. Bye! What's that? Pizza. Oh, you ordered? Gosh! Bye!